bien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire éco-conception organisé par Écosystème en partenariat avec le pôle éco-conception. Alors, je me présente, je serai votre animateur. Je suis Samuel Mayer, donc je suis le directeur du pôle éco-conception, qui est le centre d'expertise national sur la performance du cycle de vie. Donc, nous, on est une association et on milite pour le déploiement de la pensée cycle de vie et de l'éco-conception. Et on est soutenu l'ADEME par l'ADEME, excusez-moi, dans ce travail. Ça va commencer bien, c'est un petit vendredi. Alors, je vous rappelle, Écosystème, c'est un éco-organisme, c'est-à-dire c'est une entreprise d'intérêt général à but non lucratif qui est agréée par les pouvoirs publics. Et alors, j'ai toujours peur parce que je vois Alice qui me regarde avec des yeux méchants et tout, en disant: «Il va dire une connerie encore, il va falloir que je corrige». Donc, qui est agréé par les pouvoirs publics, Écosystème œuvre pour l'allongement de la durée de vie des équipements électriques et électroniques ménagers, mais aussi ceux qui sont professionnels, les lampes et les petits extincteurs. Alors aujourd'hui, on a un nouveau webinaire, c'est la 4e saison, c'est le 2e épisode et je suis super content parce que bon, en préparant, j'ai appris plein de choses. C'est les métaux critiques et stratégiques. Quels sont les enjeux pour les biens d'équipement électrique et électronique? Alors vous le savez tous, il y a une certaine tension réglementaire autour de ces métaux. Qu'est-ce que l'éco-conception peut y apporter? Quelles sont les exigences qu'on peut avoir, que ce soit en France ou en Europe? Et je pense que si, en termes de business, ça amène des enjeux qui sont cruciaux. Donc l'idée dans ce webinaire, ce sera l'occasion un peu de questionner, de se questionner, de savoir, quels sont ces métaux, quelles sont leurs propriétés, où est-ce qu'on peut les trouver, est-ce qu'on peut vraiment les recycler, et etc. Alors, avant de commencer, je voudrais vous dire, parce qu'on me le demande à chaque fois, le webinaire est enregistré, il sera publié sur la web TV d'Écosystème sur YouTube. Vous recevrez l'ensemble des informations, vous recevrez aussi les supports, donc ne vous inquiétez pas. L'autre petit point, et là on va être intransigeant, c'est que les questions, c'est bien dans l'espace Q et R, questions et réponses. Il y a un chat si vous voulez éventuellement dire, amener ce que vous imaginez, ce que vous pensez, échanger. Mais les questions auxquelles on répondra, qu'on traitera, parce qu'autrement on y arrivera, on n'y arrivera pas, pardon, ce sera vraiment dans le Q et R. Donc je vous invite à les poster là. Donc avec nous aujourd'hui, on est nombreux, on est une sacrée équipe d'experts. Donc comme toujours, il est là chaque jour, à chaque webinaire, Axel Roy, expert environnement et référent du pôle éco-conception et économie circulaire chez Écosystème. Et il nous fera les éléments de contexte et puis bien entendu, il fera la conclusion du webinaire. Salut Axel. Salut Samuel, bonjour à tous. Ouais, merci à toi. Alors, je continue dans l'ordre d'apparition que vous allez avoir. On aura aussi Henri de Nicolaï et Alice Bizouard, tous deux experts Bonjour à tous. environnement. Voilà, au pôle, alors, je vais essayer de le dire correct. Experts environnement du pôle maîtrise des données et traçabilité chez Écosystème. Et donc, vous nous présenterez les bénéfices environnementaux et sociaux du. Ah non, non, vous allez présenter des études et quels sont les. Il y a une petite erreur dans mon filage. Excusez-moi. Je sais de quoi vous avez parlé, c'est pas de ça. Donc, Alice nous présentera un petit peu ce que c'est, ces métaux-là. Et puis, Henri nous présentera les premiers résultats en avant-première d'une étude qui a été faite au sein d'Écosystème. Alors, on a la chance, parce que je l'ai vu, et puis on l'a préparé ensemble, d'avoir Luc Exala, donc Chief Sustainability Officer chez MagResource, et qui va Bonjour, nous présenter une solution très, très innovante pour le recyclage des aimants. J'en dis pas plus. Salut Luc. bonjour à tous et à toutes. Merci de ton temps et d'être présent pour nous présenter tout ça. Et puis, on a travaillé ensemble pour la préparation de tout ça. Guillaume Audrin, notre expert environnement chez Écosystème et justement qui nous présentera tout un tas d'études, en cours, en avant-première aussi, sur ces différents points. On a beaucoup Bonjour de à toutes choses et à voir tous. aujourd'hui. Merci Guillaume. Et donc je vous propose de commencer tout de suite, par, un truc super agréable, mais néanmoins important, le cadre réglementaire. Bien entendu, voilà, vous l'avez peut-être déjà pressenti ou eu des demandes, que ça soit en interne ou en externe. Il y a un certain cadre réglementaire qui se met autour des métaux critiques, que ça soit au niveau européen ou français. Et voilà. Donc Axel, il va nous refaire un état des lieux global pour recontextualiser tout ça. Alors, on t'écoute. Oui, alors c'est la partie la plus amusante du webinaire, comme d'habitude. Elle sera courte, vous inquiétez pas. Voilà, exactement. Aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup parler, vous avez de la chance.
Mais l'idée, c'est en effet de bien rappeler le cadre réglementaire. Donc, on ne sera pas exhaustif, mais on voulait vraiment témoigner du fait qu'il y avait une communication qui était accrue sur la composition des équipements électriques et électroniques de manière générale. Donc, on a beaucoup parlé de recyclabilité ou de contenu recyclé dans de précédents webinaires avec les lois AGEC, les évolutions de la directive éco-design, etc. On pourra revenir dessus lors de webinaires suivants. On a également de plus en plus d'exigences sur la présence de substances dangereuses, sur des aspects liés à la réparabilité et à la durabilité, et à tout un tas d'autres exigences pour des équipements électriques et électroniques bien spécifiques. Mais ce qui nous paraissait important de rappeler aujourd'hui, c'est qu'on a évidemment un contexte réglementaire qui se contraint aussi autour des matières premières critiques. De par la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire, on va revenir sur quelques-unes de ces mesures juste après. Également sur le règlement sur les matières premières critiques, ou le fameux Critical Raw Material Act, CRM Act, où on reviendra dessus un petit peu après également. Et puis, on a également des éléments sur ces matières premières critiques de manière réglementaire dans la taxonomie européenne et dans la révision qui est en train de se faire de la directive des 3E. Donc, il y a vraiment un enjeu autour de ces matières premières critiques qui est en train de se faire également d'un point de vue réglementaire et auquel nos producteurs devront se mettre en conformité. On va commencer tout de suite avec un petit focus sur le CRM Act, ou Règlement sur les matières premières critiques, qui a pour objectif général d'accroître le recyclage des terres rares en Europe. Qui va s'intéresser vraiment à cette problématique des matières premières critiques, avec des premiers éléments qui ont été proposés par règlement à la Commission européenne l'année dernière, il y a presque un an, jour pour jour. Et il se trouve que l'actualité nous a rattrapés, puisque le Conseil a donné son accord final en tout début de semaine, donc ce mois-ci, en mars 2024. Et on attend la promulgation prochaine au journal officiel de ce CRM Act dans les jours qui viennent, ou dans les semaines qui viennent. L'objectif général, ça va vraiment être de garantir un approvisionnement à la fois diversifié, abordable et durable en matières premières critiques au sein de l'Union européenne, et qui va être indispensable au secteur stratégique. Cet approvisionnement en matières premières critiques, il est trusté par nos amis chinois qui possèdent 90% ou plus de cet approvisionnement. Et donc, il est nécessaire de pouvoir s'approvisionner auprès de d'autres sources dans un souci de souveraineté et puis d'approvisionnement, de logistique, afin d'assurer cette transition écologique et économique, parce qu'on a besoin de ces matières premières critiques pour produire de nouveaux équipements électriques et électroniques plus performants, pour produire des véhicules électriques et pour tout un tas d'applications en dehors de notre secteur d'activité également. Donc, c'est plus général que le secteur de l'électrique et de l'électronique, évidemment. En parallèle de ça, la demande de terres rares dans l'Union européenne est prévue évidemment d'augmenter. On attend un x6 d'ici à 2030 et un x7 d'ici à 2050. Et si on fait un focus sur le seul lithium, on a une augmentation, une multiplication par 12 de la demande d'ici à 2030 et même par 21 d'ici à 2050. Donc, au vu des enjeux liés à l'activité minière sur lesquels reviendra Guillaume un petit peu plus tard dans la présentation, on pense bien que voilà, on ne pourra pas exploiter seulement les métaux, les matières premières critiques issues de ces mines et qu'on a besoin de diversifier nos sources d'approvisionnement. Et le recyclage paraît comme être une bonne solution pour diversifier cet approvisionnement. Et du coup, ce CRM Act, ce règlement, propose d'ici 2030 d'accroître la capacité de recyclage dans l'Union européenne pour produire au moins 25% de sa consommation annuelle. Donc c'est quelque chose qui est très ambitieux, puisque à l'heure actuelle, on doit être autour de 2%, 1 ou 2% de cette consommation annuelle de matières premières critiques. Donc on va faire un bon gap d'ici à dans pas très longtemps. 2030, c'est pas si loin que ça. Qu'est-ce qui est appelé une matière première critique par ce CRM Act? En fait, le règlement il va identifier 34 matières premières critiques
que vous retrouvez dans ces différentes bulles en bleu et en jaune. Et seules celles en jaune sont celles qui sont identifiées comme stratégiques. Donc Alice reviendra juste après sur ces définitions de criticité et de stratégique. Mais on voit déjà qu'il y a des termes qui se complètent, on va dire, et qui ne concernent pas uniquement les mêmes métaux. L'idée, c'est qu'au plus tard, en 2027, on ait un acte délégué qui prévoit une capacité de recyclage dans l'Union européenne qui soit exprimée en pourcentage des matières premières stratégiques disponibles dans le flux de déchets concernés. Donc on doit pouvoir, par métal, par matière première stratégique, dégager des capacités de recyclage dans chaque pays de l'Union pour pouvoir s'approvisionner auprès des flux de déchets dont les équipements électriques, enfin les déchets d'équipements électriques et électroniques font partie évidemment. Tu peux juste nous rappeler le code couleur bleu et jaune? Ouais, alors bleu et jaune, c'est critique, et jaune, c'est oui, stratégique. Donc on va avoir 17 matières stratégiques et 34 matières premières critiques, sachant qu'une matière stratégique est également critique, du coup. Voilà. L'un va avec l'autre. Ouais, alors ça, Ouais. c'est au niveau ouais, de l'Europe. Il y avait quelques Ouais. éléments Oui, pour complémentaires. compléter, on va avoir des mesures nationales pour accroître cette circularité qui vont être mises en place. On va avoir les États membres qui doivent, par État, du coup, mettre à disposition des programmes nationaux qui vont permettre la réutilisation et la réparation des produits et des composants. Avant même de penser au recyclage, si ces matières premières critiques sont présentes dans des pièces détachées ou des équipements et qu'on n'a pas besoin de venir les recycler, mais qu'on peut venir réemployer, réutiliser, réparer, on garde toute la valeur de ces matières premières critiques et du coup, c'est encore plus intéressant que de venir les recycler si on pense à notre hiérarchie des déchets. On va vouloir également accroître la collecte, le tri et le traitement de ces déchets qui ont un fort potentiel de valorisation et puis faire en sorte que ces matières premières critiques rejoignent le système de recyclage approprié, celui qui va bien pour en faciliter l'extraction. Évidemment, nos amis recycleurs vont devoir aussi progresser sur ces sujets, sur ces technologies, afin d'assurer une maturité suffisante de la filière pour pouvoir extraire ces matières premières critiques dans de bonnes conditions. Et puis, on veut également promouvoir l'utilisation de ces matières premières critiques secondaires. C'est très bien de les recycler, mais si on n'a personne pour les acheter, c'est un petit peu dommage. Et donc, du coup, il devrait y avoir des critères d'attribution dans les marchés publics à l'utilisation de matières premières critiques secondaires et puis des incitations financières à leur utilisation. On reviendra dessus dans 2 slides, très exactement. Et puis, au niveau des aimants, voilà, on a des petites spécificités sur la transparence autour de la composition de produits qui contiennent des aimants permanents, notamment. Également, pour ces produits-là, une communication sur le pourcentage de contenu recyclé sur les métaux qui sont concernés par la petite astérisque. Et puis, on prévoit aussi d'afficher un pourcentage minimal de contenu recyclé à partir de 2032, donc de manière un petit peu plus lointaine. Donc ça, c'est pour dresser le portrait général avec tout un tas de mesures qui viennent renforcer la circularité autour de ces matières premières critiques dans ce nouveau règlement européen. Ouais, et j'imagine que la France, on est toujours un petit peu en avance de phase. J'ai vu passer loi AGEC tout à l'heure. De quoi il s'agit? Ouais, dans la loi AGEC, en effet, on a déjà pas mal parlé de notre fameux décret 2022-748, puisque vous connaissez tous déjà par cœur la méthodologie pour évaluer la recyclabilité d'un équipement, à savoir s'ils sont majoritairement recyclables ou non. Donc, dans ce même décret, on demande également plus de transparence sur la composition des équipements électriques et électroniques, notamment pour le secteur ménager et pour les plus gros metteurs sur le marché, puisqu'il y a un critère de chiffre d'affaires et de nombre d'unités mises sur le marché. Mais on voulait vous repréciser également que dans ces fameuses fiches de qualité et caractéristiques environnementales des produits, on demande tout un tas d'informations, mais dont 2 qui peuvent être précieuses pour nous, que sont la présence de métaux précieux. On demande à ce qu'il y ait un affichage qui contient au moins X milligrammes de métaux précieux, les métaux précieux étant ceux listés sur l'astérisque 1, et puis sur la présence de terres rares, et donc qui contient au moins X milligrammes de terres rares, donc avec ceux qui sont listés juste après.
Donc, on voit déjà au niveau de la France qu'on a également plus de demandes de transparence sur la composition des équipements électriques et électroniques qui contiendraient ces fameux métaux précieux et ces fameuses terres rares. Alors, Et puis, je vous disais... Oui, pardon. Pardon, excuse-moi, j'ai cru que tu avais fini. Vas-y. Non, je vous disais juste avant qu'il pouvait aussi y avoir une incitation financière à l'utilisation de matières premières critiques secondaires qui était définie dans le CRM Act. Et on a déjà les prémices en France dans le dispositif d'éco-modulation. Vous vous rappelez peut-être que l'éco-modulation, c'est bien la modulation de l'éco-participation en fonction de critères d'éco-conception. Donc, ces critères sont en train d'être définis et approuvés par les pouvoirs publics au moment où on parle, mais on devrait avoir des critères autour de l'indice de réparabilité, de la disponibilité de pièces détachées, de l'incorporation de plastique recyclé, des pénalités également sur l'indice de réparabilité, de la réparabilité des batteries, la présence de gaz ou de retardateurs de flammes bromées dans les plastiques. Donc ça, c'est le dispositif qui devrait rentrer en application prochainement. Mais dans les réflexions qu'on a, notamment dans le projet d'arrêté qui a été proposé par les pouvoirs publics, on a cette phrase qu'on vous a mise juste ici, qui est mentionnée. On demande aux éco-organismes de réfléchir à deux nouveaux critères de performance environnementale qui portent sur l'intégration de matières recyclées autres que le plastique et sont nommément citées les matières premières critiques et stratégiques. Donc, il se peut que dans un futur dispositif de modulation, on ait des critères sur l'utilisation de matières premières critiques et stratégiques recyclées, ce qui montre bien une incitation financière pour valoriser cette matière dans la composition de nos équipements électriques et électroniques. Ok, bon, merci pour ce premier point qui pose quand même le cadre réglementaire. Mais moi, j'ai quand même des questions chez Écosystème et peut-être qu'Alice peut nous répondre. C'est un petit peu, c'est quoi réellement ces métaux critiques et stratégiques? Enfin, qu'est-ce qu'on entend derrière? Il y a une petite liste tout à l'heure avec des codes couleurs et autres. Mais est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, bah, alors, enfin, on a déjà dit certaines choses et puis dans le chat et effectivement Luc a donné un point important. Alors je vais pas donner, on trouve plusieurs définitions, sur internet, celle du BRGM notamment qui est souvent utilisée. Pour faire simple, on va dire qu'un métal est critique s'il combine à la fois un caractère stratégique. Stratégique, ça veut dire qu'il va être essentiel pour, par exemple, un usage. Alors, si on se met par rapport à un industriel ou par rapport à un pays. Donc voilà, ça combine l'aspect stratégique, donc indispensable à un usage, et l'aspect difficulté d'approvisionnement. Et c'est en combinant ces deux critères qu'on décide si un métal, une matière est critique ou non. Et donc effectivement, en fonction de si on regarde par rapport à l'Union européenne, par rapport à la France, par rapport à une industrie spécifique, eh bien on n'a pas du tout la même liste. Donc c'est vraiment important de bien comprendre à chaque fois par rapport à quoi on se situe quand on dit tel ou tel métal est critique. Et concrètement, dans les D3E, on voit ça comment? Enfin, quelles mesures vous en faites? Alors, justement, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà participé au R&D qu'on a pu faire il y a quelques semaines. Donc, désolée si certains ont déjà vu cette présentation. On va essayer d'apporter quelques compléments pour autant. Mais juste un bref rappel, c'est que effectivement, oui, la filière D3E, mais plus largement les équipements électriques et électroniques sont concernés par la problématique, par le sujet plutôt des métaux critiques. On voit dans de nombreuses présentations un petit peu toujours ces images, alors faites plus ou moins différemment, mais le message qu'il faut retenir, c'est qu'on a une explosion de l'utilisation de ces matières critiques ou stratégiques, encore une fois, ça dépend d'où on se place, ces dernières décennies, avec des équipements, là on parle du smartphone parce que c'est le plus communément utilisé, mais il y en a d'autres qui utilisent une très grosse partie du tableau de Mendeleïev, dont beaucoup du coup de métaux critiques. Et autre aspect aussi important, c'est que justement ce sujet de difficulté d'approvisionnement, de souveraineté, de criticité, on en parle de plus en plus et il touche de plus en plus de matières.
Donc voilà, une fois qu'on a dit ça et qu'on a acté ce postulat, qui maintenant je pense on est tous d'accord là-dessus, la question qui arrive derrière, c'est très bien, mais dans quelle quantité on les retrouve dans les D3E et donc dans les équipements électriques et électroniques? Où sont-ils? Dans quels composants? Dans quel équipement? Comment on peut un petit peu prédire les évolutions de ces gisements? Et aussi, est-ce qu'on est en mesure de les extraire? Donc, pour donner un petit peu plus de billes et que vous visualisez où est-ce qu'on les retrouve, nous, dans les déchets d'équipements électriques et électroniques, on va principalement regarder des composants comme les cartes électroniques, où on a effectivement des métaux précieux. On a aussi du cuivre qui devient une matière plutôt sensible, voire critique dans certaines analyses, mais on a aussi des éléments comme le tantal et d'autres matières critiques. On a bien sûr aussi beaucoup d'aimants permanents. Quand on dit aimants permanents, ça veut dire des aimants qui contiennent des terres rares. Là aussi, c'est des matières critiques. Et plus précisément, où est-ce qu'on peut retrouver des aimants? Ça va être dans des moteurs, dans des haut-parleurs, dans des disques durs. Donc, il y a plein de différents équipements qui utilisent cette technologie-là. On en retrouve aussi dans les plastiques, donc pas que dans des matières qu'on penserait métalliques. Non, il y a aussi des matériaux critiques dans les plastiques, notamment avec retardateur de flamme bromée. On en retrouve aussi dans les nouvelles technologies, typiquement les écrans plats ou les lampes LED. Donc voilà, il y en a un petit peu partout. Et puis voilà, vous avez d'autres exemples pour vous montrer qu'en fonction du métal qu'on va regarder, on ne va pas du tout cibler les mêmes composants. Par exemple, pour le cuivre dont on parle en ce moment plutôt assez fréquemment, alors là, on est sur des composants beaucoup plus, on va dire, massifs et totalement différents des autres, donc plutôt des moteurs, des câbles et des compresseurs, où là, on n'a pas de problématique de recyclage, mais du coup, plus de capter la matière sur le territoire. Donc voilà un petit panel de là où on peut trouver les métaux et pourquoi les équipements électriques et électroniques sont concernés par cette thématique. Voilà. Et alors juste ce que je voulais vous rappeler aussi, qu'on a dit effectivement au R&D, c'est que justement, maintenant qu'on sait à peu près où chercher, l'idée c'est de quantifier ces gisements et de voir, d'accord, dans les gisements, combien on peut en avoir, maintenant que je vous ai dit à peu près où ils étaient. Et c'est le but de tout un tas de programmes internes que l'on mène chaque année pour réussir à, in fine, avoir des estimations. On est d'accord qu'on parle de potentiel, hein, je ne peux pas vous donner une valeur exacte à un instant T. Pour autant, c'est un potentiel annuel sur tel ou tel métal critique. Alors, on va même un peu plus loin, on ne va pas regarder que les métaux critiques, on va regarder les métaux précieux, les métaux de base aussi, tant qu'à faire, et même les plastiques. Mais donc voilà, on a des programmes qui nous permettent de qualifier ce qu'on collecte en termes de type d'équipement. On a des programmes qui nous permettent de connaître la composition matière détaillée de tous ces équipements qu'on collecte, démontage pièce par pièce, etc. Et ensuite, derrière, on va aller plus loin avec des analyses laboratoires pour aller regarder les concentrations des métaux qui nous intéressent. Et tout ça, ça nous permet de faire des calculs théoriques de potentiel de gisement. Et alors, pourquoi on fait ça? Et je finirai là-dessus. C'est pour plein d'utilisations. Donc, la quantification des gisements, elle peut être utile dans des projets de recherche, dans des projets avec des industriels, des projets appliqués, parce que pour développer une industrie, on a besoin d'à peu près de calibrer la capacité de traitement. Ça peut être pour des projets plus européens où justement on nous demande des gisements, mais ça peut être aussi pour les sujets qu'a mentionné Axel finalement, puisque si dans le CRM Act, on va avoir besoin de mesurer un taux de recyclage, il faut connaître ce qu'on a en entrée pour savoir la part de quantité qu'on a recyclée. Et là, ces méthodes-là, elles sont complexes. Hein, c'est pas facile. Là, je vous ai dit ça très rapidement, mais c'est pas facile de trouver les bons protocoles d'analyse, d'échantillonnage, etc. Et donc, toutes ces données-là, l'idée, c'est aussi qu'elles servent à ça, à pouvoir mesurer ces taux de recyclage de métaux critiques, pourquoi pas. Et donc, on a voulu aller encore plus loin, et là, je vais laisser la parole à Henri, pour, en plus de calculer ces potentiels de gisement au niveau de la collecte, eh bien d'aller voir qu'est-ce qui se passait après le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques, et histoire de faire un petit comparatif. Oui, est-ce que c'était clair? Merci Alice. Merci Alice. Et donc oui, comme vous disiez Alice, pour compléter un petit peu
c'est toutes ces études qui sont faites et pour challenger un petit peu les données qu'on peut récupérer sur le potentiel de récupération des métaux critiques. On va aussi faire des analyses en sortie de centre de traitement. Voilà, pour essayer de récupérer. L'objectif, c'est de quantifier toujours la part de ces métaux donc identifiés comme critiques. Parce qu'il faut savoir qu'on a peu de données dans la bibliographie qui sont régulièrement mises à jour sur les métaux critiques dans les D3E. Et pour ça, l'écosystème est probablement l'un des acteurs qui a le plus de données sur le sujet. Et donc, récupérer ces données, comme le disait Alice, ça permet d'orienter les projets de recherche. Ça va aussi être utile pour calculer le bilan environnemental de la filière. Ça va être utile en croisant ces informations de concentration et des indicateurs environnementaux pour orienter des projets stratégiques. On peut prendre l'exemple des terres rares, on peut prendre l'exemple de l'étain. Voilà, on a différents exemples comme ça. Et donc, voilà, l'objectif, c'est de quantifier la part des métaux identifiés comme critiques et d'éclairer les choix stratégiques en R&D. L'étude que je vais vous présenter, elle a été faite dans la fonction carte par flux. Donc, les 4 flux ciblés, c'est le gros électroménager hors froid, les petits appareils en mélange, les écrans plats et les écrans CRT. Donc, on enlève les lampes et le gros électroménager froid. On a peu de cartes. Et en fait, avec ces flux-là, déjà, on a 99% pardon, du flux de cartes qui est traité par l'étude. Et on verra après qu'il y a une autre étude qui est en cours, similaire, mais cette fois qui travaille par type d'équipement et non plus par flux. On verra l'intérêt tout à l'heure. Donc, un petit point de méthodologie sur l'étude. La première étape de cette étude, c'est de faire un état des lieux des sites d'extraction. Pour chaque site d'extraction, pour chaque site d'extraction, relever le type de traitement qui est effectué. L'étape où on extrait les cartes, donc on va sélectionner les sites où les cartes sont extraites en première étape de traitement pour être plus représentatif et pour coller aussi aux échantillonnages qu'on peut faire. Et on va relever également la part massique des cartes qu'on va avoir dans le flux traité par le site. L'étape suivante, donc une fois qu'on a repéré ces sites et qu'on a ciblé les sites d'intérêt, ça va être de faire les prélèvements. Donc, sur les prélèvements, on fait tourner la chaîne de traitement pendant plus de 4 heures, pendant au moins 4 heures de fonctionnement. On va récupérer les cartes à l'issue et on va s'assurer d'avoir une certaine traçabilité, d'avoir une traçabilité forte sur les échantillons qu'on va prélever et d'avoir une typologie représentative du flux annuel. Et pour ça, on va notamment récupérer, on va s'assurer d'avoir des cartes issues d'au moins 5 types d'équipements. Donc, une fois qu'on a prélevé cette matière, il faut la préparer et donc il faut la broyer, il faut faire des réductions granulométriques pour obtenir une matière, donc un dernier broyage cryogénique à 500 microns qui pourrait être envoyé en labo pour faire des analyses. Et lors de ces broyages, on récupère une fraction qu'on appelle imbroyable, donc c'est une fraction qu'on n'a pas réussi à broyer, donc c'est une fraction qu'on ne va pas retrouver dans les analyses parce on n'aura pas réussi à atteindre la taille de 500 microns sur cette fraction-là, mais qu'on va quand même essayer de qualifier. Et donc pour ça, on va la qualifier en 3 grandes catégories, les ferreux, les métaux ferreux, les métaux non ferreux, et enfin les autres que métaux. Cette fraction-là, elle représente, selon le flux, 15 à 25% de la masse. Et enfin, on a une étape très importante qui est l'étape des analyses laboratoires, où là, on va se baser sur une liste qui est mise à jour régulièrement en fonction de la liste que vous a présentée Axel tout à l'heure de l'Union européenne, de la liste du BRGM, de ce qu'on sait avoir dans les D3E. Et on va faire des analyses laboratoires pour essayer de connaître la composition des cartes électroniques. Mais on sait que certaines études peuvent atteindre les 20% d'erreurs sur l'analyse. Et donc, on va essayer de challenger un petit peu ces résultats entre les différents laboratoires, d'essayer de voir quelles sont les données qui sont les plus pertinentes, les plus cohérentes. Et on va sélectionner les laboratoires selon cette méthode pour essayer d'avoir une donnée représentative. Et on sait que il y a un travail à faire
l'amélioration continue de ce protocole et sur le choix de ces laboratoires. Et c'est un travail qu'on fait en permanence pour questionner cette méthode-là. Excuse-moi, Henri, là, Et enfin, 20%, ça me fait un peu bondir. Ils viennent d'où ces 20% d'erreurs, d'après toi? alors, on peut avoir des erreurs qui viennent à plusieurs étapes de l'étude. On a une erreur qui va intervenir au moment des prélèvements, au moment en fait de l'échantillonnage. On a une erreur d'échantillonnage et ensuite on a une erreur sur les analyses laboratoires. Donc c'est une erreur. Voilà, dès lors qu'on fait une analyse chimique, on a une marge d'erreur qui émane. Ok, merci. Désolé. Hein. Ouais, pas de problème. Donc, ce qui peut expliquer voilà, une marge d'incertitude qu'on veut réduire. L'objectif, c'est de la réduire, mais on sait qu'elle est là et il ne faut pas l'ignorer. Les premières conclusions qu'on a là-dessus, donc quand on regarde les concentrations, on peut regarder un petit peu les flux les uns par rapport aux autres. On s'aperçoit que les écrans CRT sont le flux qui est le plus riche en métaux ferreux. Que les petits appareils en mélange sont les plus riches en métaux précieux, en terres rares, en platinoïdes, même si on sait que ce n'est pas forcément dans les cartes électroniques qu'on va retrouver le plus de terres rares, et que les écrans plats vont être par exemple, le flux qui va être le plus riche en or. Et donc la question qu'on s'est posée ensuite, c'est de dire, on a ces concentrations dans les cartes électroniques moyennes, mais qu'est-ce que ça représente à l'échelle du gisement, à l'échelle de la collecte française? Comment est-ce qu'on peut essayer de quantifier le gisement potentiel qu'on pourrait avoir si on récupérait ces métaux? Et donc pour ça, on utilise la part de cartes qu'on a dans les flux qu'on traite, les données de collecte qu'on a, et on dégage une masse pour chaque métal présente dans les cartes électroniques aujourd'hui et qu'on pourrait potentiellement récupérer si on arrivait à tout recycler sur ces domaines-là. Et donc voilà, c'est indicatif, ça nous donne des ordres de grandeur intéressants. Là, on a ciblé quelques métaux. Et alors, comment est-ce qu'on a ciblé ces métaux-là que vous voyez, l'étain, l'antimoine, etc. On a essayé de reporter cela, de reporter donc ce gisement à l'échelle d'une demande européenne, mais pas une demande européenne globale. Ce qui est important de comprendre quand vous voyez ici que le rapport de la collecte française par rapport à la demande européenne peut aller jusqu'à 20%. C'est une demande européenne très, très spécifique. C'est une demande européenne calculée sur des technologies stratégiques. Donc, le JRC, donc un organe de la Commission européenne, cible une quinzaine de technologies qui jugent stratégiques, donc particulièrement importantes. Et donc, on va regarder ce que donnent nos données de gisement par rapport à ça. Et on s'aperçoit qu'en fait, c'est non négligeable. Et que si on voulait réorienter le recyclage vers des secteurs stratégiques pour être souverain sur ces sujets-là, par exemple, et dans ce cas-là, le recyclage des cartes électroniques pourrait être un vrai apport. Donc, en un mot, on a des quantités qui peuvent paraître parfois faibles, mais qui peuvent avoir un impact potentiel assez fort. Enfin, donc comme je vous le disais tout à l'heure, là, cette étude a été faite par flux. Et on sait que pour certains métaux, c'est plus intéressant d'aller plus loin que le flux et d'aller sur les équipements. Par exemple, on sait que 63% du tungstène présent dans les D3E vient des micro-ondes. Donc, on voit qu'il y a certains équipements qui peuvent être ciblés comme ça. Et en particulier, on pourrait prendre l'exemple des terres rares et on s'aperçoit que voilà, c'est les éléments permanents qui contiennent majoritairement ces terres rares et on va les retrouver dans certains équipements spécifiques, des trottinettes électriques, la petite mobilité, des systèmes de climatisation. Et donc, c'est ces équipements-là en particulier qui vont concentrer les terres rares. Et donc, l'écosystème travaille avec des personnes comme AgResources sur la récupération des terres rares dans ces équipements spécifiques. Merci pour tous ces éléments. C'était vraiment clair. On voit qu'on peut quand même cibler. Et puis, je rebondis, ça me fait une bonne liaison avec Luc sur la problématique
des aimants. Moi, j'étais un peu resté sur les ferrites, hein, j'en étais resté là, mais à mes cours. Et je découvre les terres rares dans les aimants permanents. Peut-être, Luc, tu peux juste nous repréciser un petit peu ce qu'on entend par ces aimants permanents. Tu peux rentrer sur l'aspect technique et puis voir un peu quelle est la problématique de recyclage. Puis après, on reviendra sur la solution que vous proposez. Ah bah, très bien, très bien. Peut-être j'avais prévu d'illustrer ça avec une planche, mais effectivement, tout le monde connaît un petit peu les ferrites. Les aimants permanents, c'est des matériaux qui conservent leur champ magnétique à vie, on va dire. Il y a quatre types d'aimants permanents aujourd'hui qui sont utilisés industriellement. Donc il y a, voilà, c'est le graphique de gauche. Donc il y a les ferrites, qui sont principalement des oxydes de fer, qui ont été utilisés à partir des années 30-40. Ensuite, il y a une génération qui était les alnico, donc aluminium, nickel, cobalt. Il y a encore un constructeur, un fabricant d'aimants français, là, qui est pas très loin de Grenoble sur ce type de matériaux, qui est apparu dans les années 60-70. Et puis, il y a eu on va dire une petite révolution dans le domaine des aimants permanents, avec des aimants beaucoup plus performants qui sont arrivés. Donc, qui était le premier, le samarium cobalt, samarium étant une terre rare. Dans les années 70. Et puis, 15-20 ans plus tard, les aimants néodyme fer-bore, donc qui sont les aimants permanents les plus puissants industriellement aujourd'hui, et qui restent les plus performants. Donc on a ces 4 types d'aimants permanents. D'ailleurs, le CRM Act explique qu'il faut indiquer maintenant il faudra indiquer sur le produit quel type d'aimant est utilisé. Et on voit un petit comparatif sur l'effet de leur performance. C'est finalement le volume d'aimant qu'il faut utiliser pour avoir la même force de traction magnétique. Et on voit qu'un néodyme fer-bore est 15-20 fois plus compact qu'une ferrite à isoperformance. Donc les ferrites restent utilisées pour des raisons aussi de coût d'application, mais dès qu'on commence à miniaturiser, concentrer et demander des performances importantes, on utilise les aimants terres rares. Alors les aimants terres rares, pour compléter, donc c'est principalement néodyme fer-bore, donc du néodyme, du fer et du bore. Derrière néodyme, finalement, c'est plusieurs terres rares. Globalement, un tiers de l'aimant en masse, c'est des terres rares. C'est pour ça qu'il s'appelle aimant permanent aux terres rares. Et on trouve 25-30% de néodyme, praséodyme. Et puis, dans certains aimants, des terres rares lourdes, dysprosium, terbium, qui sont, elles, beaucoup plus impactantes sur l'extraction minière. Et c'est effectivement ces terres rares qui posent problème aujourd'hui en termes de criticité. Peut-être montrer un petit peu, Samuel, les applications dans les D3E. Donc ces aimants, ils sont vraiment appliqués, utilisés dans un grand nombre d'applications. Il y a plus d'une centaine de filières qui utilisent ces aimants. Dans les équipements électriques et électroniques, on les trouve vraiment à beaucoup d'endroits. Donc ça va être des disques durs, tout ce qui est moteur électrique, génératrice, sur certains composants électroniques, dans des compteurs, dans des capteurs, dans des moteurs, dans des haut-parleurs. Donc on les trouve à beaucoup d'endroits. J'ai pas réussi forcément à trouver des chiffres très concaténés, mais j'ai réussi à estimer qu'à peu près 30% des aimants sont destinés à des équipements électriques et électroniques, puis qui utilisent finalement beaucoup d'actuateurs, de moteurs, de transduceurs, etc. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est à la fois on a une très forte demande sur ces aimants permanents, puisque la transition énergétique en Europe et en France fait qu'on va électrifier l'automobile, donc les véhicules électriques, beaucoup utilisent des aimants permanents dans leur moteur électrique. Peut utiliser d'autres technologies, mais c'est celle qui domine aujourd'hui. Et puis, l'énergie éolienne qui est en plein déploiement en France et puis ailleurs en Europe. Pour tout ce qui est éolienne offshore, on utilise des aimants permanents, plusieurs tonnes par éolienne. Donc, on a à la fois une forte demande, et puis en parallèle, on a désindustrialisé la fabrication d'aimants depuis une trentaine d'années. Donc, on est dans une situation où 98-99% de la fabrication d'aimants provient d'usines qui sont chinoises, qui sont en Chine. Il y a un petit peu de production au Japon, mais c'est surtout la Chine qui aujourd'hui produit. Et donc là, on est clairement, comme vous l'avez exprimé et expliqué tout à l'heure, dans la définition typique d'un matériau critique, à la fois pour la France et pour l'Europe. Et ça amène des contraintes l'aimant, c'est pas un matériau comme les autres en termes de recyclage. Il y a certaines contraintes, non? C'est ça. Alors oui. Alors en plus, on est dans une situation où
alors la Chine a fait de ces aimants une commodité. Donc vous allez sur Alibaba, vous pouvez trouver tout type d'aimants néodyme Fairboard. Donc il y a des capacités de production assez élevées là-bas, à des coûts défiant toute concurrence et même justement des coûts très très compétitifs parce que qui distordent un peu les lois de l'OMC. Après, on a une situation aussi où les aimants ne sont pas recyclés aujourd'hui, très très peu. On estime qu'il y a, alors c'est peut-être la planche suivante, on a 1 à 2% des aimants permanents qui sont recyclés en fin de vie. Dans un paysage où cette ressource ne fait qu'augmenter, puisqu'on a ce qu'on retrouve comme gisement aujourd'hui, ce sont des produits qui ont été mis sur le marché il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, et qui arrivent en fin de vie aujourd'hui. Donc on voit une explosion du gisement parce que la demande et la consommation d'aimants a fortement évolué les 30 dernières années. Et puis peut-être aussi, si on se projette un petit peu plus loin, en 2040-2050, la typologie du gisement va évoluer forcément, puisque les produits qui arrivent en fin de vie sont ceux qui sont en train de sortir aujourd'hui. Et donc, on va majoritairement, d'ici 30-40 ans, arriver en masse sur l'éolien et les voitures électriques. Mais à date, aujourd'hui, c'est vraiment tous les flux, on va dire, D3E qui constituent un stock important, et tout un tas de filières industrielles qui tombent sous d'autres appellations de déchets. Justement, là, vous, avec MagResource, vous avez une technologie un peu d'avant-garde, hein, puisque il me semble que c'est un spin-off du CNRS, avec un moyen de récupérer, moi, qui m'a bluffé. Hein, quand tu m'en avais parlé, j'ai vu le GIF, je n'en dis pas plus, j'ai été surpris. Hein, je veux savoir. Hein. On fait le teaser. MagResource, effectivement, alors c'est une start-up essaimée par le CNRS, hein, qui a été créée en 2020, qui est née à côté de Grenoble, pas pour rien, parce qu'il y a eu encore des poches, on va dire, de R&D sur les matériaux magnétiques qui ont persisté, même si l'industrie a été, on va dire, fortement impactée et a diminué. Donc, alors MagResource, donc on est 20 personnes, créé il y a 3 ans, enfin 4 ans maintenant, et on utilise une technologie de recyclage en voie courte. Alors, il faut bien comprendre qu'un aimant, c'est fabriqué par métallurgie des poudres. Donc, c'est ce qu'on voit sur l'image, c'est des toutes petites poudres qui sont compactées entre elles, alignées, fritées, etc. Et on distingue 2 technologies de recyclage. Une de recyclage en voie longue, donc un petit peu l'équivalent de ce que les miniers font, et c'était au R&D Days, il y avait une présentation de nos confrères qui font du recyclage en voie longue. Donc c'est un recyclage élémentaire. On prend un aimant, on le dissout dans l'acide, et puis on sépare tous ses composés pour refabriquer des oxydes de néodyme, terbium, dysprosium, du fer et du bore. Nous, on exploite un autre procédé, donc, qui est de recyclage en voie courte, c'est-à-dire qu'on prend l'aimant et il a une propriété importante, c'est que quand on lui donne de l'hydrogène, l'hydrogène va être absorbé par certaines phases de l'aimant qui vont gonfler. Donc il absorbe de l'hydrogène et on peut dans ce cas-là hydrurer l'aimant et du coup le retransformer en poudre. Donc c'est ce qu'on voit sur la vidéo, finalement c'est un aimant neuf, hein, dans ce cas-là, ou fin de vie, qui réagit sous hydrogène et se transforme en poudre. Et donc on récupère directement de la matière première sous forme de poudre pour refabriquer un autre aimant. Juste, ça prend combien de temps là sur l'exemple? Enfin, il fait quelle Alors, taille? c'est assez rapide, hein, c'est quelques minutes. Hein, et puis, les consommations d'hydrogène ne sont pas démentielles. Hein, on est sur des très très faibles consommations. On pourrait imaginer qu'il faut plein d'hydrogène. Non, non, c'est une technologie qui nécessite peu d'hydrogène. Mais c'est une propriété. Hein, il y a d'autres métaux, hein, qui ont ces propriétés-là. L'avantage de cet alliage, c'est que cette phase qui gonfle redétricote l'aimant en matière première, qui est de la poudre directement utilisable. Bien sûr, il y a du savoir-faire, il y a des technologies propriétaires derrière, mais on va dire on a mis au point ce procédé à grande échelle et on est en train de l'industrialiser. L'avantage principal, c'est alors 2 choses. Donc, c'est que, premièrement, l'impact environnemental. Quand vous prenez un aimant aux terres rares, son impact carbone est assez élevé. C'est à peu près 70-80 kg de CO2 pour 1 kg d'aimant fabriqué, donc c'est quand même conséquent dans la gamme des matériaux qui existent. Hein, l'aluminium, c'est peut-être 10, l'acier 5. Et par cette technologie-là, on divise à peu près par 10 l'empreinte carbone de l'aimant recyclé. Donc c'est un gros gap pour des clients qui veulent travailler leur aspect RSE, baisser leur empreinte carbone. Et puis c'est surtout de la souveraineté parce que les aimants recyclés, on va les chercher en France et en Europe. Et juste en termes de performance, un aimant recyclé, il est à ISO? Comment il se positionne? Exactement. Ouais, ouais, il faut être assez transparent là-dessus. L'aimant que MagResource fabrique est un aimant neuf qui répond au cahier des charges des clients.
Il n'y a pas de différence notable. On peut pas, d'ailleurs, on peut même pas vérifier que c'est un aimant recyclé. Donc, on refabrique une matière vierge qui est du même niveau de performance qu'un aimant fait à partir du minier, hein. Mmh. Aucun doute là-dessus. Ouais. Ouais. Et donc, Euh, alors là, moi, j'ai compris que c'était quand même, on est passé du labo, à la mise en œuvre, hein, puisque ça fait 4 ans que vous existez en termes de société. Vous avez des perspectives de développement, vous en êtes où, en termes de volume, en termes d'implantation? alors, c'est même la planche d'après. Donc là, aujourd'hui, on est basé à Grenoble. On s'est installé il y a 1 an dans une usine pilote qui fait 1200 mètres carrés, avec une capacité de 50 à 100 tonnes d'aimants par an. Mmh. Heu, alors c'est un gap parce que l'industrie des aimants, et en plus des aimants recyclés, il y en avait pas très peu en Europe et en France. Donc c'est la première étape. Il a fallu quand même, on est en train de terminer là, de recevoir tous les équipements, d'optimiser le procédé. 50 à 100 tonnes par an, c'est quand même important par rapport à zéro, mais c'est quand même une petite usine. Et Mmh. aujourd'hui, pour avoir des coûts compétitifs et surtout arriver à répondre aux besoins de l'éolien et de la voiture électrique, qui sont des gros consommateurs d'aimants, hein. Je veux dire, il y a 1 à 2 kilogrammes d'aimants dans une voiture électrique et il y a plusieurs tonnes d'aimants dans une éolienne. On est en Mmh. train, du coup, de bâtir un projet qui s'appelle Mac Factory et qui sera une première usine, d'aimants permanents, durables, recyclés en Europe, là avec une capacité à peu près x10, entre 500 et 1 000 tonnes par an pour 2027. C'est l'objectif. On est en train de Mmh. sécuriser ce projet et on fera des annonces dans les prochains mois. Et justement, je voudrais revenir à la diapo, d'avant, sur, le lien, des différents dispositifs et des éléments dans le cadre des équipements électriques et électroniques, puisque c'est un peu aussi l'objet de la voilà, du point d'aujourd'hui. Si tu peux nous expliquer un petit Ouais. peu, comment ça se passe, puis un peu la qualité de ces éléments? Eh ben, très bien, très bien. Donc, on a travaillé, avec, le soutien de l'ADEME, de la DGE, des éco-organismes pour quantifier un petit peu mieux, les flux de déchets, des 3E qui contiennent des aimants permanents de type néodyme Ferber, parce que parfois on retrouve des ferrites, on retrouve d'autres aimants. Et il ressort 5 grosses filières dans les D3E, plus une filière, je dirais pas fourre-tout, mais où on va retrouver tout un tas d'équipements électroniques, mais peut-être moins collectés, triés. Donc le premier gisement, c'est les disques durs, hein. Alors les disques durs HDD, Hard Drive Disk, qui sont ceux qui équipent, par exemple les serveurs informatiques avec les 3,5 pouces, donc le cloud ou les anciens disques durs fixes. Donc là, on va trouver des aimants de bonne qualité qui font, une dizaine, quinzaine de grammes dans chaque disque dur. Mais des disques durs, on en a des centaines de Mmh. tonnes qui sont mis au rebut chaque année ou qui sont détruits chaque année. Donc c'est un gisement d'intérêt, pour Mmh. les aimants, même si à terme, on est en train de remplacer cette technologie par du disque dur, type, solid state device. Là, un exemple, hein, c'est vraiment, un porte-pièce, vous voyez, où il y a, un aimant dessus et quand on démonte le disque, on accède à cette pièce, et on peut récupérer les aimants. Et c'est 100 du temps du néodyme Ferber. La deuxième filière, c'est les engins de petite mobilité, hein, donc tout ce qui est trottinette, vélo, assistance électrique, overboard, où là, il y a un moteur électrique et on utilise des aimants néodyme Ferber pour des raisons de compacité, de puissance spécifique. Et donc 100 du temps, il y a des aimants permanents de ce type-là. Encore faut-il démonter le moteur et le collecter. On a la filière des haut-parleurs aussi, où, alors là, on va trouver beaucoup de ferrites, mais on commence à trouver aussi du néodyme Ferber, hein, sur les home appliances, les enceintes portables, etc. Où la quantité d'aimants peut vraiment varier en fonction du type de haut-parleur, hein. J'en ai des tout petits où c'est quelques centaines de milligrammes sur des haut-parleurs de téléphone, et puis ça peut dépasser les 500 grammes sur des énormes enceintes. Donc ça, Mmh. c'est un gisement de D3E intéressant. Et puis après, il y a le groupe électroménager, où à la fois dans le froid et dans le hors froid, on va trouver des aimants. Alors dans le hors froid, on les trouve sur les moteurs électriques, hein, qui vont faire tourner le tambour de la machine à laver, du sèche-linge, etc. Pas tout le temps, mais là on va trouver peut-être 50-70 grammes d'aimants. Et puis sur les frigos, les compresseurs de clim, de pompe à chaleur, où là on peut trouver 100-150 grammes. Alors j'ai mis quelques images pour illustrer. Ce qui est quand même important, c'est qu'aujourd'hui
le CRMAT qui a été détaillé et présenté juste auparavant de façon très, très, très synthétique et intéressante, c'est une vraie aide. Parce qu'aujourd'hui, finalement, quand vous prenez un déchet, c'est pas toujours évident de savoir s'il y a un aimant à l'intérieur, parce qu'il y a des moteurs qui n'ont pas d'aimant. Et puis, c'est pas toujours évident de savoir si le type d'aimant est l'aimant recherché en termes de criticité. Et donc, du coup, le CRM Act, dans ses articles liés aux aimants, il va demander à afficher, à indiquer ces informations-là. Et c'est des informations qui vont être vraiment très utiles pour permettre de trier. Après, quand on remonte à l'éco-conception, je ne vous cache pas que dans certains flux, les produits sont aujourd'hui designés pour faire du design to cost ou du design to performance. Et du coup, parfois, les aimants peuvent être collés en sachets, résinés, ce qui peut rendre leur extraction difficile. Et ça, c'est là-dessus où je pense que l'éco-conception va permettre d'amener des designs plus simples qu'aujourd'hui à démonter et pour récupérer les aimants. Et c'est là, nous en éco-conception, on a besoin d'avoir des éléments réellement de contraintes de recyclage. Vraiment, je te remercie pour le témoignage. Tu restes avec nous. Pas de problème. Voilà, voilà, qu'on puisse prendre aussi des questions à la fin. Et moi, je voulais passer un petit peu sur la partie des bénéfices du recyclage. Alors, on a vu un certain nombre de choses tout à l'heure sur les exigences réglementaires, la manière de recycler, les typologies de produits et un petit peu on va dire les matières critiques qu'il peut y avoir dedans. Et en fait, vous avez commencé à faire des études pour mesurer un peu les bénéfices environnementaux et du recyclage. Donc, moi, j'aurais aimé que tu nous en dises un peu plus là-dessus. C'est quoi cette étude que vous avez lancée? Merci Samuel. Alors, je vais prendre le relais du coup. Hop. Un petit souci technique. Est-ce que on voit toujours bien l'écran? Non. Oui, on te voit bien. Ah, on voit plus l'écran. Alors, attends. Le partage s'est arrêté. Je ne voudrais pas te faire peur, mais il y a un gars derrière ton épaule à droite. Qui surveille le timing. Hop, c'est reparti. On n'est pas pire pour une fois sur le timing. Ça va, tout est dans les mains de Guillaume. Voilà, c'est bon. Hop, moi voilà, pour recommencer un petit peu cette partie bénéfices associés au recyclage des métaux, on a parlé pas mal criticité et puis enjeux là par rapport aux demandes et projections sur 2030 et 2050 avec notamment les ambitions du CRM Act. Alors on sait bien que tout ce qui va être apport du recyclage et contribution par rapport à la demande, ça sera en complément aussi du secteur minier parce qu'on ne pourra pas forcément combler toute la demande avec l'approvisionnement de matières secondaires. Néanmoins, il faut quand même le dynamiser. On le voit à travers différents indicateurs. Et là, je voulais commencer par vous présenter un petit peu de contexte et le positionnement du recyclage par rapport aux enjeux. Il y avait d'ailleurs une question sur les ambitions du CRM Act et pourquoi ce chiffre de 25% de taux d'approvisionnement d'incorporation dans les systèmes productifs européens en objectif. Bon, c'est un chiffre qui peut être challengé, mais ce qu'on voit aujourd'hui, là, et c'est ce que ce graphe montre, c'est qu'on a deux indicateurs. On peut parler de End-of-Life Recycling Rate, donc qui se situe sur l'axe des ordonnées, et le End-of-Life Recycling Input Rate. Donc, on a un petit peu cartographié, là, à partir de sources du GRC de la Commission européenne, l'ensemble des métaux, alors précieux et métaux critiques, et également aussi des métaux courants là qu'on recycle bien, pour voir où se situe le recyclage par rapport à la demande. Et donc, on voit qu'on est quand même beaucoup plus proche de la gauche du graphique que la partie droite. Donc, il y a un réel challenge pour essayer de combler un petit peu la demande et d'encourager les filières de recyclage à se développer pour augmenter ce taux de matières secondaires dans les systèmes productifs. Alors aujourd'hui, dans les D3E, on a parlé un petit peu avant à travers différentes interventions, mais on recycle bien fer, acier, aluminium, cuivre. Encore que aluminium et cuivre sont classés parmi ces matériaux qui deviennent critiques et stratégiques. On a les métaux précieux avec or, argent, platinoïde. Donc au niveau taux de recyclage, on est plutôt bien. On les recycle et les filières sont assez bien développées pour les D3E. Ce qu'on voit, c'est que par rapport au RIR, donc le taux d'incorporation et la contribution du recyclage à l'approvisionnement ici européen, bon, ça peut progresser. Et puis, on voit ensuite une autre patatoïde plutôt en bas à gauche du graphique, où là, tout ce qui va être terre rare, même lithium, tantale, étain,
On va en contenir dans nos D3E, on l'a vu à travers la cartographie et puis l'échantillonnage et puis l'intervention de Luc sur la partie terres rares dans les aimants, où là, il y a un vrai enjeu et un vrai challenge pour augmenter à la fois le taux de recyclage et le taux d'intégration dans l'approvisionnement européen, et donc du coup, faire en sorte que l'on contribue à avoir plus de parts de matériaux secondaires dans les équipements et dans les approvisionnements. Alors tout ça pour dire qu'il y a 2 messages par rapport à ça, c'est le développement évidemment des filières et des procédés de recyclage, mais on sait bien que ça ne suffira pas. Et donc il faut travailler à la fois sur l'ensemble des chaînes de valeur pour essayer d'aller vers un approvisionnement qui soit durable et soutenable par rapport aux ambitions de la transition écologique, et d'aller aussi vers le volet éco-conception avec cet enjeu de sobriété matière, où à travers la nouvelle conception des équipements, faire en sorte qu'on puisse aussi utiliser le moins de matière vierge possible, d'augmenter la part de recyclé et de faire en sorte que les systèmes soient conçus de manière à consommer le moins de matière possible à l'avenir. Donc c'est aussi ce travail par rapport à l'éco-conception et de travailler sur l'ensemble du cycle de vie avec l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de tendre vers une meilleure circularité à travers le recyclage, à travers l'éco-conception, et d'aller vers une véritable efficacité matière. Voilà un petit peu pour le contexte. Autour de ça, de la criticité, vient s'ajouter aussi l'enjeu de réduire les impacts environnementaux. Ça va de pair avec la transition écologique. On le voit bien sur cette photo. C'est assez parlant au niveau de ce qui se passe là sur la plus grande mine d'or en Australie. On voit clairement l'artificialisation des sols. On est à proximité de la population locale, donc il y a aussi toutes les problématiques de toxicité, les impacts sur la biodiversité. Donc il y a un vrai enjeu aussi d'évaluer un petit peu les impacts associés aux différentes chaînes de valeur, que ce soit sur le secteur minier ou que ce soit sur la chaîne du recyclage, pour essayer de comprendre un petit peu les bénéfices associés à ça. Et puis, on a aussi les impacts sociaux. Donc là, une photo assez parlante encore sur une mine de cobalt en République démocratique du Congo, où là, forcément, on va s'attaquer plutôt au côté mine artisanale. Alors, ça représente peut-être une part, je ne sais pas le chiffre, un pourcentage de mine artisanale dans le monde sur les différents métaux sur lesquels on va s'intéresser. Ce n'est pas toutes les mines qui ont ces conditions de travail. Néanmoins, il faut le souligner, il y a des impacts sociaux qui sont à prendre en compte, qui sont très pertinents et à ne pas négliger quand on va évaluer un petit peu les différentes chaînes de valeur. Tout ça pour dire qu'en fait, ça pose le contexte de savoir comment est-ce qu'on identifie et comment est-ce qu'on évalue les impacts sur les chaînes de valeur. Donc, il faut regarder à la fois la chaîne de valeur du secteur minier, regarder la chaîne de valeur de la filière de recyclage et puis essayer de comprendre où sont les hotspots, donc là, la majeure partie des impacts, pour essayer d'évaluer dans une empreinte environnementale, ce qu'on va avoir, le calcul de impact et impact évité au regard d'une comparaison entre 2 scénarios. Donc, si on s'intéresse sur la chaîne du secteur minier, par exemple, on va avoir là très schématiquement les 3 phases principales de la chaîne de valeur, donc, à commencer par l'extraction. Donc là, au niveau du code couleur, en fait, c'est pour vous montrer un petit peu que la majorité des impacts va se situer sur les premières activités de cette chaîne de valeur, avec l'extraction, avec une industrie lourde jusqu'au traitement minéralurgique, avec des énormes installations pour pouvoir concasser et broyer le minerai et arriver au métal concentré qu'on va vouloir extraire et derrière utiliser. Et puis après, on va arriver sur une étape plutôt aval de traitement métallurgique à travers de la pyrométallurgie et l'hydrométallurgie, où là, selon les procédés aussi, on peut avoir plus ou moins d'impact. Mais il faut garder à l'esprit que sur les premières étapes de cette chaîne de valeur, c'est là qu'on va avoir la concentration de ces impacts jusqu'à arriver au métal final. Donc là, c'est un petit lingot de cuivre qui a été représenté. Si on compare en fait la chaîne de recyclage, ça va être un petit peu inversé. On va avoir une phase de collecte où là, il n'y a pas de phase d'extraction puisque le métal est déjà contenu dans le gisement de déchets. Donc, il y a très peu d'impact associé à la supply chain pour essayer de collecter tout ce gisement. Il ne faut pas le négliger non plus si on souhaite aussi mettre en place des chaînes opérationnelles de recyclage qui soient dans une minimisation de l'impact. C'est aussi important à considérer à terme. Maintenant, les impacts vont plutôt se situer en phase aval avec tout d'abord les étapes de broyage et séparation des composants, puisqu'on va en fait retrouver un petit peu tous ces éléments comme le décrivait Alice, Henri et puis même Luc sur les différents équipements électriques et électroniques. Et après, s'ajoute à ça des étapes de traitement de séparation, donc aussi à travers de la pyrométallurgie et de l'hydrométallurgie, pour aller reconcentrer un petit peu le métal en étape aval du traitement de recyclage pour valoriser cette matière.
Et c'est quand même tout l'intérêt d'avoir des solutions, comme on l'a vu tout à l'heure, à moindre impact environnemental, hein, pour diminuer ce point-là, avec MagResource, par exemple, ou d'autres. Et tout à l'heure, tu nous as montré un schéma où le RR, on voyait le taux de recyclage par matériaux, or, argent, qui sont plutôt bien recyclés, qui sont des matériaux qu'on connaît bien. C'est peut-être des points sur lesquels vous avez déjà travaillé. Enfin, vous devez avoir quand même pas mal de données là-dessus. Et puis après, je te Ouais, challengerai sur les autres, hein, parce que c'est ceux qui m'intéressent aussi. J'avais passé un petit peu la slide pour ceux qui ont pu la voir, mais ouais, effectivement, Samuel, on a déjà une base sur le développement déjà des filières de recyclage et pour lesquelles on recycle très bien le cuivre, l'aluminium, le fer, et puis les métaux précieux, or, argent, platinoïde. Ce qu'on a ici, en fait, ça s'inspire de nos ICV, donc inventaire de cycle de vie, pour quantifier un petit peu les bénéfices associés à cette valorisation de matière sur les métaux précieux et critiques stratégiques. Donc là, ce qu'on voit effectivement, c'est qu'au regard d'une fabrication jusqu'à une étape de métal affiné, on va avoir finalement le recyclage de l'or et l'argent qui va permettre d'éviter 99% des impacts sur 3 catégories d'impacts que je présente ici: changement climatique, ressources fossiles et ressources minérales. Sur le cuivre, un petit peu moins, mais c'est tout à fait honorable aussi. On va avoir 72% des impacts évités sur la catégorie changement climatique, 63% sur les ressources fossiles. Et puis sur les ressources minérales, ça rejoint un petit peu le chiffre que présentait Luc tout à l'heure sur 96%. Là, on a 99% des impacts évités sur les ressources minérales. Donc, si on s'intéresse à cette catégorie d'impact, forcément, quand on compare un métal recyclé par rapport à une extraction de métal vierge, forcément, la catégorie d'impact la plus pertinente au regard de bénéfices, ça va être les ressources minérales par rapport à justement ce côté minerai et extraction du métal dans le minerai. Donc, pour plus d'informations, j'ai mis le lien aussi vers nos ICV si vous souhaitez également réintégrer. Parce que j'ai vu, il demande de la transparence. Hein, j'ai vu, là, il demandait des études, etc. depuis tout à l'heure. Hein, on l'a mis dans le chat, c'est plus simple. Ça marche. Donc oui, il y a toutes les ICV qui peuvent se retrouver sur notre site. Il y a le lien qui est dans le document et qui vous sera partagé également dans le compte rendu du webinaire. Donc, tout ceci pour poser un petit peu le contexte sur l'étude environnementale et sociale qu'on souhaitait mener sur les métaux qui ne sont pas encore bien recyclés dans la filière des 3E. Donc un double objectif. Le premier, d'estimer les bénéfices environnementaux potentiels du recyclage de ces métaux critiques pour pouvoir orienter derrière, on en avait parlé sur les projets de R&D stratégiques à venir pour la filière. Et puis le deuxième objectif, qui est plutôt sur le volet social, de regarder dans quelle mesure en fait le recyclage va permettre aussi de réduire cet impact non négligeable sur le volet social par rapport à la production primaire. Ça, c'est les différentes phases donc là, alors, tu me disais, hein, c'est comme une étude en cours, donc c'est un espèce de teasing, hein, finalement, là. C'est un teasing. Alors, il y a des résultats que je peux déjà vous présenter. Là, je reviens un petit peu sur les différentes phases de l'étude environnementale. Et je commencerai aussi par présenter un petit peu le phénomène de dissipation des métaux, qui est autour de l'électricité, qui va être un indicateur aussi intéressant à regarder, puisque on voit au cours du cycle de vie des métaux qui sont contenus dans les équipements, que de la première étape d'extraction jusqu'à la phase de gestion des déchets, il y a un phénomène de dissipation et de perte qui va s'opérer au fur et à mesure du temps et des étapes de cycle de vie. Donc je reviendrai sur ça juste après. Il y a cet enjeu aussi de regarder dans quelle mesure on peut orienter les projets R&D sur le développement de filières de recyclage. Donc, MagResource est déjà un exemple intéressant de ce qui est aujourd'hui développé en termes de recyclage de métaux critiques à travers les aimants permanents. Et puis après, quelques enseignements sur les impacts environnementaux du recyclage de métaux critiques. Donc, pour venir sur la problématique de dissipation, pour être assez succinct et très bref, on va évaluer ici en fait les flux et pertes de métaux au cours du temps sur les différentes étapes de cycle de vie. Donc en fait, à travers le schéma, vous avez une représentation temporelle de la première phase initiale jusqu'à là ici à 200 ans, et puis on regarde par phase de cycle de vie, donc de la production primaire PP jusqu'à la phase de waste management WM et recyclage. Dans quelle mesure on va avoir ces différentes pertes qui vont s'opérer pour chacun des métaux. Là, il y a les deux schémas sur la partie métaux ferreux et la partie métaux précieux. Ce qu'on voit et qui est assez frappant, c'est que sur une première temporalité assez courte, finalement, on va avoir déjà des pertes qui vont s'opérer sur la phase de production primaire. Mais après, quand vous voyez la largeur
de ces pertes sur la phase de waste management, c'est là que va aussi se concentrer la majeure partie de la dissipation au cours du temps sur les étapes ultérieures du cycle de vie. Donc c'est aussi un élément intéressant quand on souhaite essayer de prioriser un petit peu comment développer les nouvelles filières de recyclage de métaux critiques. Et donc ça nous a concerné dans cette étude où on a essayé d'évaluer un petit peu en comparaison des différents métaux critiques, lesquels étaient les plus contributeurs de cette dissipation. Et donc là, l'étude de priorisation s'est déroulée en trois grandes étapes. Il y a d'abord une évaluation de la contribution des pertes en fin de vie, qui est un petit peu représentée sur les schémas plus hauts. Le ratio flux collecté par rapport à la dissipation globale, donc là sur l'ensemble du cycle de vie du métal. Et puis après, on regarde aussi le taux de dissipation des réserves ultimes, par rapport à cette production, par rapport à la demande, et donc comment en fait finalement la production primaire peut aussi répondre à la demande. Et finalement, ça rejoint un petit peu l'enjeu aussi de raréfaction et de déplétion des ressources par rapport à l'extraction vierge. Mais si on se concentre sur la phase de waste management, on se rend compte que finalement, il y a des métaux qui ressortent plus que d'autres sur la partie dissipative. Et donc là, on retrouve par exemple l'étain. Donc on voyait tout à l'heure dans la concentration de l'étain dans les cartes. C'est un métal qu'on va retrouver peut-être en plus forte concentration. Et ici, du coup, s'il n'est pas massifié, recyclé, revalorisé sur les chaînes de recyclage, il va être fortement contributeur sur la partie dissipation. Donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir regarder pour essayer de prioriser un petit peu dans les différents métaux sur lesquels on doit développer les procédés de recyclage. Donc, on a ce critère dissipation. Ensuite, si on veut s'intéresser à d'autres priorisations de développement de recyclage des métaux critiques, on peut regarder aussi d'autres critères. Donc, c'est aussi l'objet de cette évaluation multicritère. Et de la deuxième partie, il y a forcément des compromis à trouver. Là, on voyait sur la dissipation, c'est l'étain qui va être en première position par rapport à sa contribution à ce phénomène de dissipation. Si on regarde la quantité de métal contenu dans le fluide D3E, c'est également l'étain qui va être majoritaire. Après, on va regarder aussi l'épuisement de la ressource, par exemple, par rapport à la production primaire et l'utilisation au niveau de la demande et comment finalement cette ressource va se raréfier, ses réserves et ses stocks vont diminuer au cours du temps par rapport à cette demande qui ne fait que croître. Donc là, c'est plutôt l'antimoine qui va ressortir de cette priorisation. On va regarder également un autre critère qui est le risque d'approvisionnement. Donc là, ça rejoint le côté criticité sur la partie approvisionnement et rupture des chaînes d'approvisionnement. Donc là, c'est plutôt le néodyme. Donc là, ça rejoint un petit peu l'enjeu autour du recyclage de ces éléments permanents. C'est de garder un petit peu de souveraineté sur l'approvisionnement à travers le néodyme, puisqu'on voit qu'il ressort comme étant un métal assez intéressant, assez important à considérer par rapport à ses voisins. On a le volet économique où là, ça peut être discuté et c'est assez volatile, mais on a le tungstène qui va ressortir de l'étude. Le besoin et la croissance du marché également volatile en fonction de la production primaire. Là, on a quand même le cobalt qui est en forte croissance avec le nickel et le tantal. Et puis enfin, si on regarde l'empreinte CO2, on voit ressortir le tantal comme étant finalement le métal qui sont listés ici, le plus contributeur sur la production vierge, j'entends, par rapport aux autres métaux. Donc voilà un petit peu ce contexte de priorisation des métaux pour essayer d'orienter les filières à justement se développer pour recycler les métaux selon les différents critères qui nous intéressent. Donc il y a des compromis à trouver, mais ça permet d'avoir un petit peu la lisibilité et visibilité de quels métaux finalement doivent être recyclés en priorité, même si dans l'idéal, il faudra forcément aller vers un approvisionnement de matières secondaires sur l'ensemble des métaux critiques qui sont listés par la Commission européenne. Donc on essaie de s'intéresser aussi à comparer un petit peu sur les différentes chaînes de valeur où étaient les impacts et quels étaient ces bénéfices. Donc là, c'est un petit teasing de notre étude qui est toujours en cours, sur lequel on n'a pas forcément les chiffres bien consolidés, mais sur lesquels je peux quand même vous présenter quelques messages clés. Donc le premier, c'est que les impacts forcément vont être différents selon les technologies et procédés de recyclage. Qu'on parle de pyrométallurgie, que ce soit sur l'extraction vierge ou sur le recyclage, ou l'hydrométallurgie, on va avoir des impacts différents. Là, la pyro, on va être plutôt sur une notion de consommation d'énergie, alors que sur l'hydrométallurgie, en étape aval, on va être sur la consommation de solvants qui vont avoir un impact différent, mais non négligeable sur l'empreinte environnementale. On va avoir des bénéfices qui vont être attendus, forcément, sur cette chaîne de recyclage où on va finalement
se substituer à de l'extraction vierge. On s'attend quand même à ce qu'il y ait un ratio un peu moindre que sur l'or et l'argent, qui sont déjà des métaux sur lesquels on s'est déjà bien recyclé. Donc il y a cet enjeu de regarder plus finement quels vont être les impacts de ces étapes complémentaires de traitement et d'affinage des métaux critiques que l'on ne recycle pas aujourd'hui. Et plus ça va se développer, plus on va réduire ces impacts sur la chaîne de recyclage et maximiser les bénéfices directement par rapport à la production vierge. On va avoir des bénéfices atténués si on regarde par rapport à la chaîne de valeur de l'extraction vierge, qui vont être liés finalement aux modalités et aux procédés d'extraction. On peut par exemple lister la coextraction de métaux, où là, par un phénomène d'allocation, pour ceux qui connaissent bien les méthodes ACV, finalement, qui vont venir atténuer un petit peu ces impacts sur l'ensemble du calcul de l'empreinte environnementale. Ça va dépendre aussi de la localisation de la mine, c'est très régionalisé sur certains indicateurs. Si on regarde par exemple un indicateur eau, ça ne sera pas forcément le même impact sur une mine de lithium au Chili que sur une mine sur un autre métal et dans une autre région du monde. Donc il y a également ça à prendre bien en compte. Et puis le facteur clé, ça va être vraiment la concentration du métal qu'on va retrouver dans les gisements. Et là, on parle à la fois recyclage et à la fois les mines. Ce qu'on s'attend en projection, c'est que forcément, par rapport à la demande, il va falloir creuser beaucoup plus loin côté secteur minier pour justement récupérer ces métaux. Sur le recyclage, plus ça va se développer et plus finalement le métal va être concentré, et c'est là qu'on va réduire les impacts sur la chaîne de recyclage. Donc il y a une double balance, et finalement on va s'attendre à maximiser les bénéfices lors du développement de filières de recyclage dans une perspective industrielle, alors que sur le secteur minier, plus les gisements vont s'appauvrir et plus on va générer des impacts. Donc, ce n'est pas pour les mettre en opposition, mais il y a quand même cet enjeu à prendre en compte quand on va venir calculer l'empreinte environnementale des deux chaînes de valeur. Écoute, franchement, je suis bluffé. Moi, j'attends un peu le rapport, parce que on a beaucoup de questions assez précises dessus. Je ne vais pas te challenger parce que voilà, tout n'est pas calé, les évaluations ne sont pas complètement terminées. J'aimerais quand même qu'on fasse un petit point sur l'aspect social, et sans vouloir te presser, on est un peu à la bourre. Ouais, et ben j'y viens. J'y viens. Donc là, pour bien, il y a deux phases, hein. Il y a la phase environnementale et puis la phase sociale pour bien marquer. On prendra les questions, on pourra répondre peut-être après, mais bon, sur la phase ACV sociale, on va être sur une approche différente. Donc là, je vous ai mis un petit peu les étapes clés de l'étude. C'est moins encadré que l'ACV environnemental. Là, en fait, on va identifier les typologies de parties prenantes, on va lancer des questionnaires pour identifier les catégories d'impact, et puis ensuite, ça va se mener à travers des interviews avec les experts de la filière, donc de différentes typologies de parties prenantes, pour essayer de voir quelle est la performance sur un indicateur clé, quelle est la performance de la chaîne de valeur du recyclage, qu'on pourrait comparer par exemple avec un scénario industriel de mine, mais sur lequel je reviendrai un petit peu après. Et puis après, voilà, l'évaluation semi-quantitative et analyse des résultats. Donc pour sélectionner un petit peu les critères d'évaluation et la typologie de parties prenantes, là on a listé un petit peu les différentes parties prenantes qui étaient à prendre en compte dans la filière de recyclage. Donc on retrouve les employés, les acteurs de la chaîne de valeur, les consommateurs, la communauté locale, la société et les enfants. Bon, on n'est pas allé jusqu'à envoyer le questionnaire à des enfants, mais on a quand même pris en compte ces critères d'évaluation et ces catégories d'impact. Tout ça pour vous dire que dans cette phase de questionnaire, on a listé 40 indicateurs, et on s'est intéressé à garder uniquement les critères et les catégories d'impact qui étaient les plus pertinentes au regard du questionnaire, pour aller ensuite mener nos interviews et réaliser cette évaluation de performance sur le volet employé. Finalement, ce qui est ressorti, ça va être le travail des enfants, l'équilibre des salaires, à travers le salaire juste, travail forcé et santé-sécurité. Mais on retrouve un petit peu toute cette sélection pertinente des indicateurs en fonction de la typologie de parties prenantes. Et sur la phase suivante, donc, on va mener les interviews avec les experts qui ont été identifiés de la chaîne de valeur du recyclage. On va pouvoir dresser un petit peu la performance au regard de chaque catégorie d'impact et de chaque critère pour chaque typologie de partie prenante. Donc là, le graphique, il est un petit peu compliqué à comprendre comme ça, mais on a au centre finalement une performance qu'on jugerait un petit peu à risque et assez faible. Et plus on s'éloigne de ce centre, plus on va vers une performance assez élevée en considérant le critère et l'indicateur. Donc par exemple, si on regarde sur la partie employée, travail des enfants,
bon, on a une performance qui est assez raisonnable. Si on s'amusait si on souhaitait comparer par rapport à un scénario de l'industrie minière, peut-être que sur une mine artisanale, ce critère serait beaucoup moins performant, et par rapport à une mine qui serait développée demain en Europe, où les conditions de travail ont évolué, sont modernisées, et là, le travail des enfants va poser une problématique moindre, bah, finalement, cette performance va être réévaluée peut-être à hauteur de la chaîne de recyclage. Si on regarde l'emploi local, on s'aperçoit que la filière de recyclage aujourd'hui permet justement d'avoir ce critère d'emploi local comme étant très performant, et que si on le comparait avec le secteur minier, bah, on va plutôt être localisé en fonction de où le gisement du métal va être contenu dans les minerais. Donc peut-être que ça sera en favorisation de cet emploi local, mais pour certains endroits, peut-être pas. Pour les acteurs de la chaîne de valeur, là, on voit que le critère, par exemple, il est peut-être un peu moins performant, parce que dans les enjeux d'approvisionnement durable, on va regarder aussi la chaîne de valeur en amont avec les fournisseurs. Et là, il y a quand même une attente côté filière de recyclage de justement mener ce travail d'audit pour savoir dans quelle mesure on s'approvisionne, et améliorer finalement ce critère de performance. Ça rejoint un petit peu aussi le volet transparence au niveau des consommateurs, de savoir d'où viennent les matières. Comment elles ont été produites, comment les équipements ont été conçus et fabriqués, à partir de quelles matières, et notamment les métaux critiques ici. Et donc là aussi, ce critère de transparence, même pour la filière de recyclage, reste encore est perfectible et demande à s'améliorer. Et puis enfin, sur le volet société, on a quand même le développement de la technologie, donc qui est toujours perfectible par rapport à un scénario d'industrie minière. Sur une mine assez moderne, où là la technologie va prendre de l'importance, peut-être ce critère sera peut-être un peu plus performant, voire au même niveau. Sur une mine artisanale, on comprend bien que là les conditions d'exploitation ne sont pas aussi modernisées que les mines modernes et la filière de recyclage. Donc peut-être que ce critère serait moins performant. Donc voilà, c'est quelques exemples pour vous donner sur le volet social. C'est des résultats provisoires, mais qui demandent à être affinés, puisque là, on est très, très macro, et on pourrait très bien s'intéresser, donc là, ici, sur la filière de recyclage au niveau français, mais raisonner plus globalement, et puis à l'inverse, sur le secteur minier, essayer d'affiner, de régionaliser un petit peu toutes ces évaluations semi-quantitatives pour les différents indicateurs. On reprend une petite respiration. Hein. Donc là, pour garder en tête un petit peu tous ces messages, c'est assez dense. L'idée, c'est qu'on parle de criticité, mais il ne faut pas regarder que la criticité, et que quand on regarde un petit peu autour tout ce qu'on a essayé de construire à travers cette étude, bah, on va s'intéresser à l'empreinte environnementale, on va s'intéresser à l'empreinte sociale, l'existence et la croissance du marché. Donc, ces différents indicateurs que je vous ai présentés en début de présentation par rapport à la priorisation et hiérarchisation des métaux sur lesquels on va devoir développer les filières de recyclage. Il y a le caractère d'épuisement des ressources sur la production primaire. Et puis, il y a cet enjeu de circularité là qu'on mettait en exemple à garder en vue sur les prochains objectifs d'approvisionnement durable et de matières secondaires. Écoute, voilà, j'espère que c'était pas trop dense, mais voilà, on pourra répondre à quelques questions. On a pas mal à la tête, on n'en a pas comme ça, je te l'avais dit. Merci d'avoir pu tenir le temps. Et puis peut-être en conclusion, Axel, tu peux peut-être nous repréciser, parce que là on comprend que les études vont arriver, qu'il y a un certain nombre de choses qui sont en route. Aujourd'hui, chez Écosystème, vous en êtes où? Qu'est-ce que vous proposez finalement au-delà des études? Eh ben, c'est un petit peu ce qu'on a évoqué au R&D pour ceux qui étaient présents, avec les messages clés qui sont ressortis autour de l'éco-conception. Attention, effets spéciaux. On a quelques messages qui sont intéressants. Comme on l'a vu, on a le contexte réglementaire qui est de plus en plus contraint et qui va être poussé par le secteur ménager. Donc, on va vraiment se servir de la réglementation comme un levier d'innovation sur ces différents sujets et qui s'intéresse de plus en plus à ces matières premières critiques. Donc, voilà, il faut vraiment le voir comme un levier d'opportunité.
On l'a également vu avec les présentations d'Alice et d'Henri notamment. On va avoir une connaissance du gisement qui va être cruciale et c'est là qu'on a un rôle à jouer qui va être intéressant en tant qu'éco-organisme pour pouvoir justement faire ce lien et puis essayer d'avoir la meilleure connaissance du gisement possible pour assurer la meilleure concentration possible en métaux critiques et donc assurer le meilleur recyclage de ces matières en vue de leur réintégration, si possible, dans de nouveaux équipements électriques et électroniques. On voit aussi d'un point de vue éco-conception que l'accès à ces composants, l'accès à cette matière doit être assuré. Donc là, il y a vraiment un fort enjeu d'éco-conception pour les producteurs, pour assurer la séparabilité, la démontabilité, la modularité des pièces, des composants, des matériaux qui contiennent ces matières premières critiques. Si tout est collé, scellé, soudé, etc., on n'arrivera jamais à venir en retirer les aimants, les cartes électroniques. Si on pose des résines, des cols sur les cartes électroniques, on ne sera pas en capacité de venir extraire les métaux de manière certaine. Et donc, il y a un fort enjeu d'éco-conception sur ces sujets pour nos producteurs, pour assurer cette qualité du gisement et qu'on puisse venir concentrer les matières premières critiques derrière. On va avoir aussi des interconnexions, des échanges qui doivent être réalisés entre les opérateurs du recyclage et les producteurs, donc ceux qui mettent sur le marché des équipements électriques et électroniques. On a des temps de développement qui sont longs pour les industriels pour mettre des équipements sur le marché. On a des temps également de développement qui sont longs pour les opérateurs du recyclage pour adapter les outils de recyclage aux équipements qui sont mis sur le marché. Et donc, il est nécessaire que ces deux parties prenantes puissent communiquer entre elles pour s'assurer que les opérations de recyclage qui seront mises en place dans 5, 10, 15, 20, 50 ans, quand les équipements deviendront des déchets, eh bien, soient bien en capacité de venir extraire les matières premières critiques qui auront été intégrées par les producteurs quelques années plus tôt. Donc c'est vraiment notre rôle aussi d'assurer ces échanges, d'assurer cette connexion et faire en sorte que ces deux parties prenantes se parlent bien pour bien s'assurer de ce phénomène. Et puis aussi, Guillaume l'a un petit peu introduit, on a besoin également que les producteurs tentent de plus en plus de choses d'un point de vue business model, d'un point de vue sobriété, afin d'aller vers plus de circularité. Si demain on a des dispositifs qui sont mis en place pour venir récupérer des pièces détachées qui contiennent tout un tas de matières premières critiques, ben, ça sera d'autant de matière qu'on n'aura pas besoin de venir recycler, qu'on n'aura pas besoin de venir puiser dans la mine. Et donc on doit vraiment travailler, nous, de main dans la main avec nos producteurs pour s'assurer que ces modèles, ces nouveaux business models puissent être mis en application dans la réalité. Donc c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien d'un point de vue éco-conception avec nos parties prenantes. On a différents outils, différents accompagnements qui sont mis à disposition. Donc, on essaie en tout cas de monter aussi en connaissances, compétences sur ce sujet et puis de vous faire grimper avec nous à bord en proposant eh bien, des webinaires comme aujourd'hui, des sensibilisations sur ces sujets. On fait appel aux différentes expertises en interne et en externe pour pouvoir voilà, vous faire profiter de tous les sujets, de toute l'expertise qui est possible d'avoir afin de promouvoir l'éco-conception. On essaie aussi de vous mettre en contact avec différents acteurs du secteur. Donc aujourd'hui, on a parlé de MagResources. Voilà, on trouvait que c'était super intéressant de vous faire profiter de leurs témoignages pour voir ce qu'il était possible de faire et de pouvoir recycler des aimants en aimants. On trouvait ça formidable. Et donc, c'est aussi notre rôle en tant qu'éco-organisme de travailler là-dessus. C'est un procédé qui est en train également de se remettre en place, mais on propose des visites de sites de recyclage, notamment à nos producteurs pour l'instant. Donc désolé pour les autres parties prenantes, mais nos producteurs sont prioritaires pour l'instant. Et on trouve ça intéressant de pouvoir aller visiter des sites de recyclage, notamment de cartes électroniques ou d'autres centres de traitement. On pourrait envisager d'aller visiter nos amis de MagResources et voir un petit peu dans la réalité comment ça se passe. Donc ça aussi, c'est par notre intermédiaire que ça peut se faire. Donc c'est aussi notre rôle d'assurer cette connexion.
On travaille aussi à différents outils dans cette perspective. Donc, je sais qu'on a Baptiste, notre ami d'Eolos, qui est connecté aujourd'hui. On travaille ensemble à la refonte de notre outil Recyclab, qui est notre outil d'éco-conception orienté recyclabilité. Et on travaille à la mise à jour, à la refonte de cet outil avec potentiellement également des informations qui concerneraient la partie méthocritique, méthostratégique. Donc, voir comment est-ce qu'on peut intégrer également cette nouvelle problématique dans nos outils d'aide à l'éco-conception pour nos producteurs et pour les différentes parties prenantes, notamment du monde académique. On propose évidemment également des bonnes pratiques d'éco-conception orientées recyclabilité qui devraient être complétées bientôt par plus de bonnes pratiques d'éco-conception orientées durée. Donc, comme on l'a dit un petit peu avant, si on incite les producteurs et les différentes parties prenantes à venir mettre en place des bonnes pratiques d'éco-conception dès la phase de conception des produits, ça sera ça qui sera gagné pour pouvoir bien faire circuler ces matières premières critiques avec les boucles de circularité les plus courtes possibles. J'allais dire une bêtise. Et puis, on travaille également dans le cadre autour de ces sujets des métaux critiques. Donc, ceux qui ont pu participer au RNDEL l'ont bien vu. On a eu des présentations autour du sujet des LED, de l'antimoine qu'on pouvait retrouver notamment dans les plastiques contenant des retardateurs de flammes bromées. On a un brillant thésard qui travaille sur ces sujets de sobriété dans le cadre de mines urbaines. Et donc, tout ça, ce sont des projets qui sont financés mais qui peuvent profiter derrière l'ensemble de nos parties prenantes pour encore plus progresser sur tous ces sujets d'éco-conception liés aux métaux critiques. Et puis, on trouvait ça de remettre un petit peu écosystème au cœur de son activité. Nous sommes chefs d'orchestre, entre guillemets, de la filière de recyclage, réemploi, réparation pour la filière des équipements électriques et électroniques. Donc c'est là où on pense on a un rôle clé à jouer, c'est d'être animateur de ce réseau d'acteurs. Quand on regarde, on va dire, le cycle de vie classique d'un métal critique, on va partir du secteur minier qui va venir approvisionner en matière vierge des fournisseurs. Et ces fournisseurs, eh bien, eux, vont venir approvisionner des producteurs qui travaillent avec écosystème et qui ont délégué leur responsabilité élargie du producteur à écosystème. Eh bien, c'est là qu'on a un rôle à jouer pour pouvoir nous accompagner ces producteurs vers plus d'éco-conception, de meilleures pratiques d'un point de vue utilisation de ces métaux critiques. Les producteurs ont un retour également précieux sur est-ce que c'est pertinent, est-ce qu'il y a une offre, une demande sur ces sujets, avoir des retours terrain, avoir la connaissance du gisement également qui est mis sur le marché, pour pouvoir travailler de pair avec les recycleurs, où on va leur donner du gisement, évidemment, et eux vont pouvoir nous faire bénéficier de leur retour d'expérience, traitement et terrain sur ce recyclage des... Ce qui est intéressant, c'est quand les recycleurs et les producteurs se parlent entre eux, via notre intermédiaire ou non, pour que les recycleurs puissent approvisionner en matière secondaire nos producteurs et que les producteurs puissent gérer également leur rebut de production via directement ces recycleurs et que ces matières premières critiques soient directement intégrées dans de nouveaux équipements électriques et électroniques. Et de manière générale, le message qu'on veut faire passer, c'est vraiment d'assurer la complémentarité entre le secteur minier et puis les recycleurs de matières premières critiques. L'idée, c'est vraiment pas d'opposer ces deux mondes parce qu'on en a besoin, vu la transition écologique qui nous attend. Et il faut vraiment assurer également la transparence et la connexion entre les recycleurs, le secteur minier, l'ensemble des fournisseurs, afin de pouvoir faire monter en compétence l'ensemble de cette chaîne de valeur et avoir des retours d'expérience sur ce qui marche dans la réalité d'un point de vue conception, éco-conception et recyclage, et assurer au mieux cette éco-conception autour des matières premières critiques dans nos équipements électriques et électroniques. Voilà, cette phrase était très longue. 15h pile, si tu peux juste nous teaser le prochain webinaire, le 14 juin. Oui.
Je vous ai mis le lien pour Alors, vous inscrire. c'est ça. Vous en avez un peu marre de nous, alors on fait une petite pause. On reprendra après les vacances de Pâques et le gruyère du mois de mai 2024. Donc, on se donne rendez-vous le 14 juin 2024 et on parlera modulation. Et ça sera un webinaire très technique autour des coulisses, on va dire, techniques du dispositif d'éco-modulation en faveur de l'éco-conception. Donc, je vous préviens d'ores et déjà, on ne parlera pas trop de la partie barème, de la partie économique qui, enfin, c'est pas trop notre cœur d'activité, on va dire, dans ces webinaires éco-conception. Mais on expliquera un petit peu les dispositifs de modulation, les critères de modulation associés et en quoi cela peut permettre l'éco-conception des équipements électriques et électroniques qui sont mis sur le marché, en espérant que le dispositif qui est en cours de validation auprès des pouvoirs publics sera bien publié d'ici là. Voilà. Mais au plaisir de vous retrouver le 14 juin sur ce sujet d'éco-modulation. En tout cas, merci pour tous ces éléments. Merci à tous d'avoir activement participé à tous ces éléments. Je vais demander aux différents intervenants de mettre leur caméra, si vous pouviez couper le partage d'écran. Voilà, on a quelques questions, notamment, on a répondu à beaucoup de choses sur les questions qui étaient en ligne, sans doute pas toutes. Oh, regardez la belle triplette, ils sont beaux, ils sont magnifiques, ils sont à Paris, mais ils n'ont pas Internet suffisant pour qu'on les entende bien. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Non, Luc, on avait une question, c'est comment tu fais pour qualifier la qualité des aimants entrants? On a compris que selon les typologies de produits, ça donnait une idée, mais c'était pas sûr. Vous avez un process? Ah, t'as le micro coupé, il faut que tu le remettes. Enfin, en tout cas, je t'entends pas. Alors, pourtant, j'ai l'impression. Peut-être juste en attendant que Luc se reconnecte, il y avait une question qui challengeait un petit peu l'avancement du recyclage en termes. Je la retrouve plus exactement, Guillaume. Sur le caractère économique, peut-être. Oui, c'était ça, sur le caractère économique. Je ne la trouve plus dans le fil, excuse-moi. C'est un petit peu l'enjeu de développer les filières. Enfin, si je peux répondre maintenant que Luc est revenu, mais plus on va justement aller vers une massification, reconcentration des gisements pour justement développer les filières de recyclage sur les métaux critiques, forcément il y aura des retombées économiques derrière, positives, et justement on sera beaucoup plus compétitif et concurrentiel sur l'approvisionnement de matières secondaires plutôt qu'un approvisionnement de matières vierges. Il faut garder à l'esprit qu'on va quand même vers plus de dissipation et plus de raréfaction, en tout cas sur la production vierge. Donc, avec la forte volatilité du cours des matières premières, on pourrait s'attendre à ce que le cours augmente et que derrière, la filière de recyclage puisse trouver sa place dans le marché en termes d'approvisionnement durable, que ce soit sur les enjeux économiques, mais on a vu sur les enjeux sociaux et environnementaux. Donc, tout porte à penser, et dans les évaluations qu'on mène, que demain, l'approvisionnement de matières secondaires des filières de recyclage sera forcément compétitif par rapport à la production vierge. Ouais, donc c'est work in progress et ça va dépendre un peu des matériaux et les filières. Je reviens à ma question initiale à Luc. On fait un petit test. Ça fonctionne là? Ouais, super, on t'entend très bien. Ok, Voilà. parfait. Donc, comment tu t'identifies? Oui, pas de souci là-dessus. On a des outils dans notre laboratoire pour caractériser finement les aimants, composition, performance magnétique, teneur en oxygène, etc., qui du coup permettent de faire ce diagnostic. Donc n'hésitez pas. Enfin, je veux dire, c'est savoir s'il s'agit du bon aimant. Et là, généralement, ça peut aller assez vite pour identifier les aimants néodyme fer-bore. Et puis deuxièmement, caractériser le gisement, aucun problème. Et le but étant de donner plus de valeur aux déchets grâce à la filière de recyclage des aimants. Et on avait une autre question, c'est comment vous vous approvisionnez en aimants à date? Comment ça se passe? Ça passe via l'écosystème ou c'est des partenaires privés avec lesquels vous... Alors, sur les flux de D3E, on est en train de regarder pour
mettre en place des filières d'approvisionnement sur celles que j'ai montrées. Donc ça peut être soit traiter l'objet en entier, soit récupérer les aimants chez un acteur du recyclage. Et puis après, il y a des filières sur lesquelles l'aimant est disponible plus simplement en termes de démontage. Donc j'ai envie de dire, tous les cas de figure se présentent. Et oui, on essaie de travailler pour améliorer le taux de recyclage dans les D3E. Sur certains sujets, on voit que c'est très chronophage, donc il faudra certainement automatiser. Donc ça prendra un petit peu plus de temps. Mais c'est l'idée. OK. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'on a à peu près tout traité. Il y a des questions un peu spécifiques qui sont liées à la CV sociale, mais je pense qu'on en saura un peu plus quand l'étude sera terminée et ce n'était pas forcément l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Est-ce que dans les intervenants, vous aviez peut-être un mot de la fin, Alice, Luc, notre belle brochette d'experts ingénieurs parisiens, là? Non, il y avait un point de... Ouais, Luc? Alors, déjà, je voulais vous remercier sincèrement pour votre invitation et puis merci aux auditeurs d'avoir activement contribué là, au chat et aux questions. Je pense vraiment qu'on est en train d'assister à un petit changement de paradigme quand même. Enfin, quand on se projette, la première évaluation des métaux critiques, c'était peut-être de mémoire 2011. L'Europe, ça n'avait pas forcément beaucoup bougé derrière en termes d'action. Là, on est 10-12 ans plus tard, ça y est, les usines de recyclage de métaux stratégiques sont en train de sortir de terre, on rapatrie des chaînes de valeur entières. Enfin, moi, je suis ravi d'assister à cette réindustrialisation qui est en marche là. Merci. Côté écosystème, un mot de la fin ou c'est bon? Vous avez marre? En plus, vous avez Non, fait on n'a pas un peu marre. speedé, hein. Non, mais on partage ce point de vue, je pense, très modestement. On a encore voilà, plein de projets, plein de choses qui sont en cours pour bien connaître notre gisement, savoir voilà, ce qu'on doit optimiser, nous, avec nos centres de recyclage, avec les différents acteurs pour faire en sorte de massifier, concentrer au mieux ce flux et assurer le meilleur recyclage possible de ces différents éléments. D'un point de vue étude, on l'a vu aussi, il y a tout un tas de projets qui sont en cours, à la fois sur voilà, la caractérisation de ce gisement, des projets européens qui s'insèrent également dans la ligne, dans la perspective du CRM Act. On a tout un tas de projets sur le bilan environnemental et social qui est en cours de finalisation. Dans nos recommandations d'éco-conception également, on commence à être un petit peu plus pertinent, mais il faut qu'on continue de monter en maturité sur ces sujets également pour pouvoir accompagner au mieux nos producteurs. Donc voilà, comme on l'a dit, work in progress, et c'est important, je pense, de partager sur ces sujets pour que l'ensemble de la filière monte à bord et qu'on puisse avoir le même niveau d'information sur l'ensemble de ces questions et bien assurer la communication entre ces différents acteurs. Et c'est là que le rôle d'un éco-organisme nous paraît pertinent sur ces différentes questions. Eh ben, je me propose Et, peut-être... oui. Ouais, et puis on le voit, merci à tous les intervenants et pour vos emojis, mais on voit que c'est un sujet en tout cas qui a d'importance par la participation, par La ces demandes en fait participation, d'information. c'est pas loin de 300 inscrits. On regardera, je pense que dans les chiffres, on est monté à 150, on a dû avoir 200 personnes sur le webinaire, donc ça intéresse quand même. Enfin, on est sur un webinaire intéresse ouais. Et il y a de la demande et voilà, je pense qu'il faut rentrer au plus près de la chaîne de valeur et de jouer ce rôle-là sur la transparence et de travailler sur l'ensemble des acteurs de la chaîne. Et je pense que là, oui, un éco-organisme, il va jouer un rôle clé, on le voit sur des études, pour reconcentrer, comme disait Axel, les gisements, pour essayer de quantifier un petit peu ce que contiennent les équipements électriques et électroniques sur leurs étapes en amont, mais également quand on va les collecter pour recyclage. Donc voilà, c'est un sujet qui va prendre de l'ampleur et sur lequel on travaille. Et je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui vont nous rejoindre aussi pour travailler sur ce sujet. Ok. Bon, bah écoutez, je vous propose de nous arrêter là. On a presque tenu les temps, ce qui est assez rare pour le souligner. En tout cas sur les présentations, pas sur le filage. Écoutez, je vous souhaite à tous un bon week-end et je vous dis, après les ponts, les vacances, etc., on se retrouve le 14 juin. On vous renverra bien entendu les invitations, on vous enverra les liens vers les différents, le replay, le diaporama et tout ce qui va bien. Et je remercie l'ensemble des intervenants et puis des participants que j'étais à l'heure parce que ça a beaucoup échangé et il y a beaucoup de ressources qui ont été mises à disposition. Je vous remercie pour ça et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir, à bientôt. Merci. Au revoir.